Bonjour, je suis le Dr Claude Garceau de l'UICPQ de la Chaire de transfert des connaissances de l'Université Laval et bienvenue sur ce cours de base sur l'embolie pulmonaire 2020. Ce cours s'adresse à tous les professionnels de la santé impliqués en embolie pulmonaire, entre autres les infirmières IPSA des hôpitaux et aussi les externes et les résidents juniors du programme de médecine. Pour faire ce cours, je me suis basé sur plusieurs textes nouveaux, dont le guide de la Société européenne de cardiologie sur le guideline sur le diagnostic et le management de l'embolie pulmonaire, qui a été publié à l'automne. Également, en octobre 2020 et plus récemment, une mise à jour qui a été faite aussi par l'American Society of Hematology. Donc, je vous recommande ces lectures qui vont parfaire vos connaissances. Nous sommes fiés aussi sur les ordonnances collectives de l'INES et la publication des différents rapports de cet organisme québécois. Donc, vous avez ici la référence en ligne. Donc, petite introduction sur la thromboembolie veineuse. C'est le troisième syndrome cardiovasculaire après l'infarctus et l'AVC. Et 34% des morts par embolie pulmonaire le font par mort subite. 50% du temps, le diagnostic d'embolie est fait en post-mortem seulement. Donc, un peu une statistique un peu inquiétante. Et seulement 7% des morts subitement avaient eu un diagnostic correct d'embolie comme en pré-mortem. Donc, la syncope et la mort subite, c'est un des symptômes, malheureusement, de l'embolie pulmonaire. Quand on regarde aux États-Unis, on a une augmentation considérable du risque d'embolie pulmonaire au cours des dernières années. Ça s'explique entre autres par le vieillissement de la population qui est quand même un facteur de risque prédictif de l'embolie pulmonaire très important. Il y a aussi le phénomène de surdiagnostic, c'est-à-dire qu'avec l'arrivée des CT maintenant, le diagnostic d'embolie sous-segmentaire se fait de plus en plus fréquemment. Et de l'autre côté, malgré ce surdiagnostic, on voit quand même une diminution de la mortalité associée à l'embolie, entre autres par des traitements efficaces beaucoup plus précoces et peut-être aussi par le surdiagnostic. Donc, les meilleurs traitements expliquent probablement une baisse de la mortalité associée à l'embolie pulmonaire. La meilleure adhérence au traitement maintenant qu'on a remplacé le Coumadin par des NOAC un peu plus faciles. Donc, c'est des statistiques qui étaient quand même intéressantes de base. Quels sont les facteurs prédisposants à l'embolie pulmonaire? D'abord, il y a des facteurs avec une association élevée. Le risque relatif d'embolie augmente de 10 fois. Donc, fracture des membres inférieurs, entre autres l'hospitalisation pour insuffisance cardiaque ou fibrillation auriculaire. Les patients qui sont opérés pour un remplacement de la hanche ou du genou, les patients avec polytraumatisés, l'infarctus du myocarde de moins de 3 mois, les patients qui ont quand même un antécédent de thromboembolie et malheureusement les patients qui ont des traumatismes de la moelle épinière. Donc, des facteurs de risque à association élevée. Avec les facteurs de risque prédisposants avec une association modérée, c'est-à-dire un risque relatif de 2 à 9 fois la normale, les patients qui ont une arthroscopie du genou, les patients qui ont une maladie auto-immune, entre autres le lupus et les vasculites, les cathéters veineux centraux, la chimiothérapie, les patients qui ont une insuffisance cardiaque ou pulmonaire, les patients qui reçoivent de l'érythropoïétine ou d'autres médicaments stimulant l'érythropoïèse, les patientes qui ont une hormonothérapie de substitution, la prise de contraceptifs oraux, et en particulier la période postpartum. Pour les associations modérées, nous avons encore aussi les maladies inflammatoires intestinales, Crohn, colite ulcéreuse, les patients porteurs d'un cancer actif, les patients avec AVC et plégie, les patients qui ont des thromboses veineuses superficielles extensives et les patients porteurs de ce qu'on appelle la thrombophilie. Pour l'association faible, c'est-à-dire un risque relatif 2 fois la normale, l'alitement de plus de 3 jours, diabète, hypertension, position assise au travail de façon prolongée ou en milieu familial, l'âge,
la chirurgie avec la laparoscopie, l'obésité, la grossesse et la présence de veines variqueuses. Si on regarde maintenant un petit peu la pathophysiologie, qu'est-ce qui arrive durant une embolie pulmonaire? Alors, vous voyez le petit schéma, le caillot monte vers le poumon, il va obstruer les artères pulmonaires. Donc, cette obstruction va amener un infarctus ou une zone ischémique au niveau pulmonaire. Donc, ce qui est important de retenir dans la pathophysiologie de l'embolie pulmonaire, c'est que la principale cause de décès dans l'embolie est due à l'insuffisance ventriculaire droite, qui est secondaire à l'hypertension pulmonaire. On sait maintenant que si la pression dans l'artère pulmonaire due à une occlusion de plus de 30 à 50 de la surface de section de l'artère pulmonaire, à ce moment-là, on peut avoir une augmentation des pressions dans l'artère pulmonaire. Et on explique beaucoup des changements hémodynamiques par une pluie de médiateurs chimiques, une augmentation de la thromboxane A2 et de la sérotonine. Alors, la libération de ces transmetteurs peut augmenter la vasoconstriction des artères pulmonaires. L'hypertension pulmonaire, la pression dans l'artère pulmonaire qui est augmentée, et cette libération de produits chimiques va causer ultimement une dilatation du ventriculaire droite. On sait que le ventricule droit a de la difficulté à tolérer l'augmentation des tensions dues à l'étirement du cardiomyocyte parce que sa paroi est beaucoup plus mince que le ventricule gauche. Donc, un ventricule droit, les physiologistes estiment qu'il est incapable de générer pendant très longtemps une pression dans l'artère pulmonaire supérieure à 40 mm de mercure sans causer de la défaillance cardiaque. Cette augmentation des pressions dans le ventricule droit et ultimement la défaillance se manifeste également par une prolongation de la contraction du ventricule droit. On va voir aussi que le septum interventriculaire va déplacer du ventricule droit vers le ventricule gauche. Donc, le ventricule droit occupe une partie du ventricule gauche. On va avoir aussi une désynchronisation entre le ventricule gauche, entre le ventricule droit et le ventricule gauche au niveau systolique. Et l'effet de ces trois choses que je viens de mentionner vont amener une baisse du débit cardiaque et ça peut être compliqué également d'une tendance au bloc de branche droit. Donc, cette défaillance cardiaque droite-là peut causer aussi de l'ischémie myocardique. Et l'ischémie, qu'on peut dépister par les troponines ou par d'autres médiateurs chimiques, est associée vraiment à la mortalité. Le marqueur de cette défaillance, de cette ischémie, c'est l'élévation, dans certains cas d'embolie pulmonaire, de la troponine. Au point de vue pulmonaire aussi, on va souvent assister à ce qu'on appelle un mismatch ventilation-perfusion qui va contribuer à la désaturation de certains de ces patients. L'hypertension pulmonaire amenée par l'embolie va favoriser les shunts droit-gauche par le foramen ovale. On sait qu'à peu près 20 des gens ont fait un foramen ovale perméable. S'il y a de l'hypertension pulmonaire amenée par une embolie, on va avoir un shunt droit-gauche. Et à ce moment-là, ça va favoriser la désaturation du patient. Les embolies peuvent causer aussi des infarctus de la plèvre, peuvent causer des hémorragies alvéolaires et causer des effusions pleurales. Donc, on a fait un très bref survol de la pathophysiologie. Parlons maintenant de la présentation clinique de l'embolie pulmonaire. Donc, il y a 4 symptômes principaux: la dyspnée, la douleur thoracique, la syncope et l'hémoptysie. Prenons d'abord la dyspnée. La dyspnée va être aiguë et souvent sévère, mais dans d'autres cas, la dyspnée peut être légère et très transitoire. Et chez les patients qui ont déjà de l'insuffisance cardiaque systolique, on peut noter le seul symptôme de l'embolie pulmonaire peut être une détérioration légère de la dyspnée. La douleur thoracique maintenant. La douleur thoracique va être causée par l'irritation de la plèvre, par l'infarctus pulmonaire qu'on peut voir. Et ces
douleurs pleurales peuvent mimer des douleurs d'angine ou d'infarctus. La syncope maintenant, mais ça c'est intéressant si vous travaillez à l'urgence. La syncope, 17% des patients que l'on voit à l'urgence en syncope ont en fait comme cause de leur syncope une embolie pulmonaire. C'est un article qui était d'un auteur italien qui a été publié dans le New England Journal of Medicine en 2016, qui est passé un peu inaperçu, mais qui est quand même très important si vous voyez des patients à l'urgence. 17% des patients avec syncope ont comme cause de leur syncope une embolie pulmonaire. Les hémoptysies peuvent être présentes également, comme le 4e symptôme. Donc, en face d'une embolie pulmonaire, pour aider au diagnostic, c'est quand même important de rechercher si notre sujet qui a des symptômes se rapprochant de l'embolie pulmonaire, s'il y a des symptômes ou des facteurs prédisposants à l'embolie. Alors, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que 40% des patients avec embolie pulmonaire n'ont pas de facteurs prédisposants. 40% des patients vont avoir une saturation en oxygène normale à l'arrivée à l'urgence. L'hypoxie peut être fréquente dans 60% des cas, mais 40% des patients ont une saturation normale. On peut voir aussi une hyperventilation chez certains patients avec des baisses de la PCO2. La radio pulmonaire est souvent normale dans l'embolie pulmonaire. À l'ECG maintenant, qu'est-ce qu'on peut retrouver? On a des signes intéressants. L'inversion des ondes T en V1 en V4, l'aspect S1Q3 et l'apparition de blocs de branche droit complets ou partiels. Vous voyez ici un électrocardiogramme et les principaux signes classiques que l'on peut retrouver, qui ne sont pas toujours présents, mais lorsqu'on les a, c'est intéressant de les connaître. Là, on a l'aspect S1Q3T3, l'onde T négative en D3, l'aspect de retard droit ou bloc de branche droit en V1, et la tachycardie, qui est un autre signe de l'embolie pulmonaire que l'on peut retrouver à l'électrocardiogramme. Parlons maintenant du diagnostic de l'embolie pulmonaire. Le diagnostic, avant de demander des tests, il faut toujours évaluer la probabilité pré-test d'une embolie pulmonaire. Donc, il y a des outils d'évaluation pour estimer la probabilité pré-test. Le score de Wells pour l'embolie pulmonaire est résumé ici. Lorsque vous avez des signes ou symptômes cliniques de thrombophlébite chez votre patient, vous accordez 3 points. Si le patient a déjà fait une phlébite ou une embolie pulmonaire, 1,5 points. Une immobilisation plus grande que 3 jours ou une chirurgie importante de moins de 4 semaines, 1,5 points. Battement cardiaque à l'arrivée à 100 et plus par minute, 1,5 points. Présence d'hémoptysie, 1 point. Présence d'un cancer actif, 1 point. Et absence d'autres diagnostics plus probables que l'embolie pulmonaire, 3 points, ce qui donne un score total que vous calculez. Si le score de Wells pour l'embolie pulmonaire est inférieur à 4,5 points, ou égal ou inférieur à 4,5 points, l'embolie est peu probable. Et évidemment, si le score est supérieur à 4,5 points, l'embolie est probable. Alors, qu'est-ce que ça veut dire probable, peu probable? Alors, peu probable, 12% des patients vont quand même avoir une embolie pulmonaire, et probable, 30% des patients vont avoir une embolie pulmonaire. Donc, le score de Wells doit être fait intuitivement ou encore calculé dans votre examen physique et l'inscrire dans votre dossier pour aider au choix des tests qui seront faits plus tard. L'autre outil qui peut être utile, c'est le PERC. Le PERC va nous permettre d'éliminer de façon presque absolue les patients qui n'ont pas d'embolie pulmonaire. D'identifier ceux qui n'ont pas d'embolie pulmonaire si tous les critères sont présents. Voici le score de PERC. Alors, si tous les critères qui sont mentionnés dans ce score sont négatifs, le patient n'a pas d'embolie pulmonaire. Alors, donc, votre patient a un score de Wells d'embolie pulmonaire inférieur à 15 % et vous avez un PERC dont tous les critères sont négatifs. Donc, à ce moment-là, votre patient n'a pas d'embolie pulmonaire. Donc, quels sont les critères
pour le PERC, la règle de PERC, c'est l'âge de moins de 50 ans, un battement cardiaque de moins de 100 par minute, une saturation à l'air libre supérieure à 94 %, pas d'histoire antérieure de phlébite ou d'embolie pulmonaire, pas de trauma ou de chirurgie récente, pas d'hémoptysie, pas de prise d'estrogène, pas de signes cliniques ou de symptômes ou signes cliniques suggérant une thrombophlébite. Donc, l'utilité du PERC, c'est d'éliminer l'embolie pulmonaire chez les patients qui ont une faible probabilité clinique de moins de 15 % au score de Wells. Donc, si le PERC est fait dans ce contexte et que tous les critères sont négatifs, votre patient ne doit pas être investigué de façon supplémentaire pour l'embolie pulmonaire et vous pouvez le congédier de l'urgence ou de votre bureau. Les autres outils qui nous aident à faire le diagnostic, c'est le D-dimer. Donc, le D-dimer, c'est une prise de sang. C'est une excellente valeur prédictive négative. Ça veut dire que si le test est négatif, votre patient n'a probablement pas d'embolie pulmonaire. Cependant, ce test a une valeur prédictive positive faible. Alors, si le test est positif, dépasse la valeur normale accordée à ce test, ça ne veut pas dire que le patient a une embolie pulmonaire. Il faut aller plus loin et utiliser d'autres tests pour confirmer l'embolie pulmonaire. Pourquoi ce test a une valeur prédictive positive faible? C'est qu'il va avoir les valeurs de base peuvent être élevées chez les patients qui ont un cancer actif, chez les patients hospitalisés qui ont une infection sévère, une chirurgie récente, une maladie inflammatoire active, une grossesse. Donc, dans ces conditions, le D-dimer en soi ne permet pas de faire le diagnostic d'embolie pulmonaire, mais permet de l'exclure. Donc, un D-dimer négatif, il y a moins de 1 % des patients qui auront une embolie pulmonaire à 3 mois, à condition que le score de Wells pré-test soit dans la probabilité faible ou modérée. Donc, on voit l'utilité d'un D-dimer. La valeur de D-dimer, donc, peut augmenter avec l'âge. Alors, les recommandations européennes nous permettent de normaliser les valeurs des D-dimer en fonction de l'âge, suite à certaines études qui ont été publiées. Je vous recommande de lire le rapport de la Société européenne de cardiologie à ce sujet. Dans le contexte québécois, pour l'instant, on n'utilise pas encore le D-dimer normalisé de façon régulière pour les patients âgés en fonction de l'âge, pour corriger pour l'élévation naturelle du D-dimer en fonction de l'âge. Donc, voici un peu l'organigramme d'investigation qui est proposé par l'organisme Thrombose Canada. Évidemment, on va mieux le raffiner avec des diapos un peu plus clairs. Donc, quand vous voyez un patient à l'urgence ou à votre bureau, vous pensez qu'il y a une embolie pulmonaire possible, première chose, faites votre score de Wells. Et deuxièmement, évaluez la stabilité hémodynamique de votre patient. Très important. Si le patient vous mesurez la tension artérielle et on détermine la stabilité hémodynamique du patient avec une embolie pulmonaire selon que la tension est supérieure à 90 au moment du diagnostic ou inférieure à 90. Si la tension est supérieure à 90 mm de mercure, vous évaluez avec le score de Wells la probabilité clinique qui est faible ou probable. Si elle est peu probable, vous faites un D-dimer. Si le D-dimer est négatif, le patient n'a pas d'embolie pulmonaire et il peut être retourné chez lui. Si le D-dimer est positif, vous devez confirmer votre diagnostic par un CT scan ou encore une scintigraphie en médecine nucléaire. Si le CT scan ou la scintigraphie en médecine nucléaire est positive, votre embolie est confirmée et vous débutez une anticoagulation. Alors, si la probabilité pré-test est probable, donc un score de Wells supérieur à 4,5 avec une stabilité hémodynamique, donc une tension supérieure à 90, vous devriez ne pas faire de D-dimer, envoyer immédiatement votre patient en CT ou en scintigraphie, et si le test est positif, votre embolie est confirmée et vous débutez l'anticoagulation.
Si le CT est négatif, l'embolie est exclue. Dans ces contextes, évidemment, la possibilité d'avoir des examens peut déterminer aussi si vous commencez immédiatement un anticoagulant oral ou vous donnez du patient du fragment. Si vous n'avez pas accès immédiatement aux examens scintigraphiques ou au CT, avec une évaluation pré-test élevée, vous devriez quand même traiter votre patient en attendant d'avoir les résultats avec une dose de NOAC ou encore avec une dose d'héparine de faible dépôt moléculaire en sous-cutané. Si le patient est instable hémodynamiquement, on va voir un peu plus tard là, ce qu'on doit faire. Parlons des tests possibles. Le CT scan, ça a révolutionné quand même beaucoup le diagnostic de l'embolie pulmonaire parce qu'on a accès maintenant à ces tests-là de façon très rapide. Le test prend 10 minutes, le résultat est pratiquement immédiat. Et il faut savoir que la sensibilité du CT scan pour les embolies est au moins de 88 %. C'est un examen qui est très spécifique à 96 %. Ça a une excellente valeur prédictive négative. Si le CT est négatif, probablement qu'il n'y a pas d'embolie pulmonaire. Et vous voyez la valeur prédictive négative de ce test. Si la probabilité pré-test au score de Wells est faible, la valeur prédictive négative est de 96 %. Si la probabilité est modérée, 88 % et s'il est élevé, à peine 60 %. La valeur prédictive positive du CT scan est très bonne pour les patients qui ont un score, une prédiction pré-test modérée ou élevée. Donc, vous voyez une valeur prédictive positive à 96 % environ. Le CT scan est beaucoup moins bon lorsque la probabilité pré-test est faible, seulement 58 %. Entre autres parce que le CT peut dépister ce qu'on appelle des embolies sous-segmentaires et il y a beaucoup de faux positifs dans ce contexte-là. Donc, le CT scan est disponible partout, la radiation est quand même faible. Il faut savoir que le CT scan, à cause des doses d'iode, peut être contre-indiqué en insuffisance rénale sévère ou peut être compliqué à faire lorsque les patients ont une allergie à l'iode. La scintigraphie pulmonaire faite en médecine nucléaire demeure utile. La technique s'est beaucoup améliorée au cours des 10 dernières années parce qu'on combine maintenant l'image scintigraphique pulmonaire avec une image CT à faible intensité et la définition de l'image est bien meilleure. Donc, c'est un bon examen pour les probabilités faibles et pour les patients qui ont des radiographies pulmonaires normales. C'est une très faible radiation, peut être utile chez la femme enceinte et peut être utile aussi chez les patients qui ont une insuffisance rénale ou une allergie à l'iode. On utilise aussi maintenant l'échographie dans le cadre de l'embolie pulmonaire. L'échographie va être utile pour déterminer la sévérité d'une embolie pulmonaire. Au cours des 10 dernières années, le recours à l'échographie est devenu fréquent en urgence lorsqu'on voit les patients pour embolie pulmonaire. L'échographie va être anormale dans environ 25 % des cas d'embolie pulmonaire. L'échographie devrait toujours être faite chez tous les patients suspectés d'embolie pulmonaire avec une instabilité hémodynamique. Maintenant, dans le cadre de l'urgence, on peut faire des échos limités, rapides, pour voir s'il y a des signes d'embolie pulmonaire. Et une des règles qui est connue maintenant de la plupart des urgentistes, est que le patient qu'on voit hémodynamiquement instable, qui a des tensions inférieures à 90, qu'on soupçonne une embolie, si l'échographie cardiaque ne montre pas de signe droit compatible avec une embolie, bien, l'embolie n'est probablement pas la cause du choc. Il faut rechercher d'autres causes de choc cardiogénique dans ce cas-là. Vous voyez ici les signes à l'échographie. Je ne suis absolument pas un échographiste cardiaque. Donc, je suis un peu un inculte instruit qui s'est auto-instruit. Mais ce qu'on peut retrouver à l'échographie comme signe, c'est un élargissement du ventricule droit dans certains des axes. L'autre signe, c'est la dilatation du ventricule droit.
un ratio ventricule droit sur ventricule gauche supérieur à 1, et le signe de McConnell, que j'ai recherché sur Internet. Le signe de McConnell, c'est une dysfonction régionale de la paroi avec une hypokinésie du septum et une hyperdynamicité de l'apex dans les vues à 4 chambres. C'est assez spécifique pour l'embolie pulmonaire. L'autre chose, ça va être l'aplatissement du septum interventriculaire sur le vue coaxe. Vous avez aussi la veine cave inférieure qui peut être distendue avec une diminution de sa variabilité en inspiration. L'autre signe qui est retrouvé, puis vous êtes capable de lire comme moi, c'est une accélération du temps d'éjection pulmonaire inférieure à 60 millisecondes et l'indentation mid-systolique et le pic modéré de gradient systolique à la tricuspide inférieur à 60 mm de mercure. Donc, c'est des signes plus spécialisés que les échographistes vont décrire dans leur rapport complet. Parfois, on peut avoir la chance ou encore la malchance de voir un thrombus mobile dans les cavités droites, mais c'est plutôt rare. Vous avez aussi d'autres signes plus spécifiques, une diminution de l'excursion planaire systolique mesurée en M-mode, et vous avez également la diminution du pic systolique de la vélocité de la valve tricuspidienne. Donc, dans les milieux spécialisés, des bons rapports de qualité peuvent mentionner tous ces signes suggérant des embolies pulmonaires. Donc, lorsque le patient a une tension inférieure à 90 mm, que l'on soupçonne une embolie pulmonaire, on devrait envoyer très rapidement le patient au CT. Si le patient est relatif avec le CT rapidement. Si le positif commence pulmonaire